On va faire la discussion. Puis c'est des critères. Si moi, je reçois aujourd'hui un diagnostic d'Alzheimer, je pourrais, avec ce projet de loi, faire une demande pour préciser mes attentes et mes volontés lorsque ma situation sera détériorée. Si ma mère avait eu cette possibilité, je crois qu'elle l'aurait signé ce document. Puis si j'ai cette possibilité, dans les prochaines années, de signer ce document, je le ferai. C'est important de bien faire un travail consciencieusement, savoir que les termes sont compris. On progresse avec respect là-dedans. C'est important. Alors, dépôt d'un projet de loi aujourd'hui qui élargit l'admissibilité à l'aide médicale à mourir. Je vous résume très succinctement les différents critères. Vous l'avez entendu de la bouche de la ministre, là. Les personnes atteintes d'une maladie grave et incurable, notamment l'Alzheimer, les personnes atteintes de handicap neuromoteur, d'importants neuromoteurs, graves et incurables, comme la sclérose en plaques, mais on pense aussi à M. Truchon, qui est allé en cours puis qui a gagné parce qu'il était prisonnier de son corps. Et le projet de loi aussi retire le critère de fin de vie. On va expliquer pourquoi. Et introduit la possibilité de formuler donc une demande anticipée, notamment pour les cas d'Alzheimer. Le projet de loi précise qu'un trouble mental, une dépression, n'est pas considéré comme une maladie admissible, mais tout ça est sous étude, je crois, en ce moment même à Ottawa. Mes invités, Sandra de Montigny, elle-même atteinte d'une forme précoce héréditaire d'Alzheimer. Bonsoir, Sandra de Montigny. Bonsoir. Bienvenue à 24/60. Et Dr Georges L'Espérance, président de l'Association québécoise pour l'aide médicale à mourir dans la dignité, neurochirurgien. Bonsoir, Dr L'Espérance. Bonsoir, Mme Dussault. Merci de l'invitation. Bonsoir, Sandra. Bonsoir. Je vais commencer avec Sandra de Montigny, que j'ai déjà interviewée à quelques reprises. Cette journée, parce que vous avez interviewé aussi au printemps quand le précédent projet de loi avait échoué au feuilleton, vous étiez déçu. Et maintenant, que représente ce dépôt aujourd'hui de cette nouvelle mouture? En fait, la joie est revenue. C'est vrai que la dernière fois où on s'était parlé, c'était pas mal moins positif. Là, puis, en fait, en plus, à l'association, à la QDMD, on a pu avoir une discussion dans les dernières semaines avec la ministre Bélanger. Puis, on sentait vraiment que la volonté était là. Donc, aujourd'hui, ça s'est manifesté vraiment, puis ça s'est concrétisé. C'est une super bonne nouvelle. C'est sûr que, bon, je parle pour moi, qui est atteinte d'Alzheimer, mais en même temps, il y a d'autres aussi pathologies qui ont été indiquées, puis dont vous avez parlé tantôt. Mais c'est une grande journée, puis ce que j'espère, c'est que maintenant, bon, il va falloir travailler sur la mise en place, comment tout ça peut s'organiser. Oui. Puis la loi va être étudiée. Bon, j'espère que ça ne prendra pas un temps trop long. Pour vous, le temps presse. Depuis le temps qu'on se parle, vous le sentez vous-même. Je pense que vous l'avez dit plus tôt aujourd'hui. Vous commencez à avoir des trous de mémoire, des pertes cognitives, et vous voulez profiter de cette nouvelle mouture, de l'adoption de ce projet de loi-là pour lequel vous vous êtes tant battu. Définitivement. Puis vous avez raison, je sens que mon état va en empirant. C'est normal, c'est une maladie dégénérative. Et puis, honnêtement, dans les derniers mois, je me disais, j'espère que ça va arriver prochainement parce que le temps que ça soit déposé, puis qu'après ça soit travaillé, puis bon, que ça soit disponible, mon état et celui d'autres personnes dans une situation semblable à la mienne, ça continue à se détériorer. Et puis, je voudrais surtout pas manquer le bateau. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'accueille cette nouvelle-là de façon très positive. Oui. Alors, Dr L'Espérance, expliquez-nous ce pas en avant, au fond, pour les personnes qui doivent avoir un diagnostic avant de remplir les conditions, les papiers, puis les actes notariés qu'il faut pour demander cette aide médicale à mourir. Il y a des garde-fous, là, ici. Oui, tout à fait. Nous parlons ici donc des demandes anticipées dans les cas de pathologie neurodégénérative cognitive, c'est le grand terme. On pourrait résumer ça en disant toutes les pathologies qui donnent une démence. Le premier critère, c'est d'avoir bien sûr un diagnostic et tout le monde s'entend là-dessus. En d'autres termes, vous ne pouvez pas à l'âge de 20 ans dire bon, ben, si jamais il m'arrive telle chose, non, il faut avoir un diagnostic. La deuxième chose, ce sont les recommandations qui ont été faites par le comité transpartisan déposé en décembre 2021, à savoir une espèce de mécanique, et je me rends compte que
la ministre semble avoir bien suivi cette direction-là en disant qu'il va y avoir un tiers de confiance. Donc, la personne atteinte d'une maladie va nommer une personne en lui disant « Lorsque je serai rendu à tel état de ma maladie, je demande l'aide médicale à mourir par ton intermédiaire. » Donc, la première chose, c'est d'avoir un diagnostic. La deuxième chose, c'est au moment de faire la demande, c'est d'être apte à faire la demande. Et puis après ça, de mettre des critères dans le temps pour obtenir l'aide médicale à mourir. À titre d'exemple, Sandra de Montigny, ma question va vous paraître très délicate, peut-être intrusive même, mais vous, par exemple, vous y avez pensé depuis tellement longtemps, à quel moment voulez-vous qu'un tiers, on peut penser que c'est votre conjoint ou un autre membre de votre famille en qui vous avez vraiment confiance, à quelle étape de la maladie voudriez-vous avoir accès à l'aide médicale à mourir? Vous allez peut-être trouver ça étrange, mais aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous le dire, dans le sens où il y a quelques mois, quelques petites années, j'avais déjà réfléchi par rapport à ça, puis mon choix était déjà assez clair. Mais avec le temps qui passe, puis bon, je vois que je suis encore capable de profiter de plusieurs plaisirs de la vie. Je me dis, ouais, peut-être que j'irai peut-être un peu plus loin. Je sais pas encore tout à fait. C'est pas clair. Mais vous avez le temps d'y réfléchir. Parce que pour plusieurs, ça peut être au moment où ils ne reconnaissent plus leurs proches, ou ils sont aphasiques, ou ils sont immobiles. Enfin, il y a plusieurs critères, Dr. L'Espérance, qui peuvent entrer en ligne de compte. Tout à fait, mais les critères devront être personnels à chaque individu en fonction de sa dignité, de ses valeurs propres qui l'ont animé toute sa vie et de son autonomie. Vous avez donné un exemple, ça pourrait être, par exemple, je demande à mon tiers de confiance de commencer le processus lorsque, par exemple, je ne serai plus capable de faire mon hygiène personnelle, par exemple, ou lorsque je ne serai plus capable de vivre seul. Exemple, enfin, les portes sont ouvertes. C'est à la personne elle-même de poser ses limites pour sa propre dignité et sa propre autonomie. Et on comprend que le tiers est important, puis l'acte notarié aussi, parce que la personne n'est plus capable de consentir au moment où l'acte est posé. Deuxième, abordons les neuromoteurs maintenant. Là, on a à l'esprit M. Truchon, qui a obtenu l'aide médicale à mourir, qui est allé en cours. Qui s'avise et en quoi c'est nouveau formellement dans la loi? La question du handicap neurolocomoteur, c'est simplement pour se mettre à jour ou à niveau avec la loi fédérale, avec le Code criminel et la Cour suprême, qui ont toujours parlé de maladie, affection ou handicap, alors que le Québec, comme le Québec avait fait sa loi avant la modification du Code criminel, il n'avait parlé que de maladie. Même chose pour la fin de vie. Et au Canada, depuis juin 2016, le critère de fin de vie existait maintenant depuis mars 2021, n'existe plus. La loi du Québec va se mettre à jour avec cela, alors que c'était encore indiqué dans la loi pour la fin de vie. Le critère du handicap va simplement nous mettre à niveau avec le reste du Canada. Mais le Collège des médecins avait averti tous les médecins qui faisons de l'aide médicale à mourir depuis maintenant près de 2 ans, de ne pas s'occuper de cette évidence-là du question du handicap neurolocomoteur. Ce qui est très important ici, c'est que la question du handicap ne touche pas les personnes qui ont un handicap intellectuel, parce que ça, c'est tout à fait différent. Et là, on entre dans un tout autre cadre. Le handicap neuromoteur, c'est par exemple quelqu'un qui a eu à la naissance un spina bifida et qui reste paralysé, etc. Ça pourrait être quelqu'un qui a un accident et qui devient paraplégique avec une blessure de sa moelle. Tous ces patients-là ont de toute façon actuellement accès à l'aide médicale à mourir, mais maintenant, ce sera dans la loi, alors que ce n'était pas avant au Québec pour les raisons que l'on connaît. C'est pour ça qu'on enlève le fameux critère de soins de fin de vie. Et ça exclut les personnes qui souffrent de troubles mentaux. Ça, c'est un débat qui va se poursuivre même du côté d'Ottawa. Puis aussi, on ne touche pas aux mineurs, aux gens qui ont moins de 18 ans, Dr. L'Espérance. La loi du Québec, pour l'instant, le projet de loi ne touche pas à ça, mais au fédéral, il se fait un travail depuis le printemps 2022 sur justement les mineurs matures, ainsi que sur la question de la santé mentale. Le rapport vient d'être déposé et par la suite, il va falloir qu'il y ait un projet de loi. Mais pour le moment, le Québec ne touche pas à ça. Il l'avait d'ailleurs déjà dit dans le rapport du comité transpartisan. Et je reviens à vous, Mme de Montigny, parce que c'est un combat que vous avez mené sur la place publique depuis quelques années, parce que vous avez vu votre père souffrir des conséquences d'un Alzheimer précoce.
Quel message vous voulez dire ou envoyer aux gens qui disent, ben voyons donc, l'aide médicale à mourir, c'est une solution facile, on liquide les personnes qui sont puables dans la société si on permet le consentement anticipé. Qu'est-ce que vous avez à dire? J'ai envie de vous dire que oui, je l'entends, ce discours-là aussi. Ouais. Et puis, j'ai même eu un contact, je vais donner un exemple d'un médecin dans le milieu hospitalier qui m'a écrit poliment, mais en me disant qu'il n'était pas d'accord pour telle raison. Puis on a discuté ensemble, et puis bon, c'est quelqu'un de ma région, on est même allé prendre un café ensemble, et on a parlé de ça. Et je pense que c'est important d'en parler. Donc, les avis contraires, c'est pas quelque chose de négatif. Des fois, on n'arrive juste pas à se comprendre ou on n'a pas les mêmes réalités. Et puis, d'échanger, puis de comprendre la réalité de l'autre. Puis à un moment donné, on fait qu'on accepte que, bien, on n'est pas d'accord, puis c'est correct, mais chacun fait le choix pour lui-même. Docteur L'Espérance, avez-vous une idée de l'échéancier de la ministre? Puis en sous-question, je me demande si Mme de Montigny ne devrait pas déjà... Elle a un diagnostic, elle sait ce qu'elle veut. Bien, quand elle va être décidée, là, elle ne connaît pas encore ses critères, là, mais que même si la loi n'est pas adoptée, il n'y a pas de disposition rétroactive, mais en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, j'ai beaucoup d'espoir que la ministre, que je remercie d'ailleurs d'avoir déposé le projet de loi, puisse faire adopter une loi d'ici le mois de juin. En fait, c'est notre souhait à l'association, puis je pense que c'est le souhait de beaucoup de personnes. 80 de la population est d'accord avec les demandes anticipées. Sandra, pour le moment, on en a discuté déjà, elle et moi ensemble, je me permets de l'appeler Sandra. Elle ne peut pas, comme tous les gens dans cette situation, décider maintenant que faire comme si la loi existait. Donc, il faut attendre encore 3-4 mois. Et j'espère bien qu'avant l'été 2023, cette loi-là sera en vigueur. Et cette loi-là parle aussi de soins palliatifs. On va se ma dernière question. La fameuse sédation palliative. On a tous entendu l'histoire d'horreur de Mme Bourassa, Michel Bourassa, la fille d'André Simard et de Robert Bourassa, parce qu'on a refusé la sédation. Elle n'a pas eu accès à la sédation palliative, si je me souviens bien, parce qu'elle n'était pas dans une unité de soins palliatifs ou qu'il n'y avait pas personne qui pouvait y donner. Là. Je résume grossièrement, Dr. L'Espérance. C'est ce qui a été donné comme raison, mais c'est une très mauvaise raison là, pour une ineptie. Toute personne qui est hospitalisée dans quelque hôpital que ce soit, lorsqu'elle est en phase terminale, devrait avoir accès à des soins palliatifs, même si ce n'est pas écrit comme tel unité de soins palliatifs, et surtout avoir éventuellement une sédation palliative continue qui lui est offerte si elle le désire. Ça fait partie des traitements usuels, si je peux dire. On peut penser que la sédation palliative continue pourra être bien organisée, un peu plus élaborée, mais ça fait longtemps que sur toutes les unités de soins palliatifs, les médecins aident leurs patients à passer ce dernier chapitre. Alors, Sandra de Montigny, je veux vous remercier d'être venue en studio ce soir. Je sais que c'est sans doute un effort, mais c'est un combat que vous menez avec grande dignité depuis déjà plusieurs années. Je voudrais rappeler le titre de votre livre au moment où je vous parlais m'échappe. L'urgence de vivre. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, vous l'avez consigné, cette urgence de vivre. Puis moi, je vous vois sur Facebook, les réseaux sociaux, là, vous êtes une femme très dans l'urgence de vivre, ça paraît, et très heureuse. Alors, merci beaucoup. Merci je vous rends beaucoup. hommage. Et Dr. L'Espérance, merci beaucoup. Au revoir. Merci, Mme Sow. Au revoir, Sandra. Au revoir. Au revoir, Georges.